Et surtout, petit aparté, j'ai oublié de parler de la réaction de Ousmane Sonko par rapport à la première partie du discours de Macron où il faisait part de l'ingratitude des Africains pour le combat ou en tout cas pour la mission française de la lutte contre le terrorisme et où il disait que, soi-disant, les dirigeants africains n'auraient pas de pays souverain sans l'intervention de la France. Voici la réaction d'Ousmane Sonko. Un discours qui ne passe ni au Tchad, ni au Sénégal. N'Djamena et Dakar réagissent vivement aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la conférence des ambassadeurs. Le président français y a estimé, je cite, que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour son intervention dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Fin de citation. Le chef de la diplomatie tchadienne parle d'une attitude, je cite, méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Quant au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il écrit sur le réseau social X que la France, je cite, n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté sur fond de retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Bonjour Elimane Ndao, vous êtes à Dakar pour Parlons-en et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Et a-t-il tort? Ousmane Sonko a-t-il tort dans ce qu'il a dit? Et il est bien que les dirigeants africains prennent le temps de recadrer cette attitude méprisante, impérialiste de la bourgeoisie et des autorités françaises. Parce que le problème, quand on grandit en France avec les Français, la plupart des Français ne sont pas racistes ou xénophobes. Ils apprécient tout ce qui arrive dans le pays et qui font l'effort de s'intégrer. Mais leurs dirigeants sont ceux-là qui poussent le pays dans le chaos, qui poussent le pays dans le désordre. Et bien que 90% du temps, ils vous tiennent des discours sur l'ouverture, la tolérance, l'accueil, dans le fond, c'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des gens méprisants qui pensent avoir un droit inné ou une légitimité à décider pour les Africains et à oublier ce qu'eux-mêmes ont fait aux Africains et à ne penser que au fait que soi-disant les Africains leur seraient redevables. Absolument, une réponse cinglante qui fait la une de beaucoup de journaux, de beaucoup de quotidiens sénégalais ce matin, qui reviennent sur ce tweet d'Ousmane Sonko. Réaction également sur les réseaux sociaux de Sénégalais et d'Africains. Le tweet d'Ousmane Sonko a été vu plus d'1 million de fois depuis cette annonce. Et c'est pas la première fois qu'Ousmane Sonko désavoue publiquement Emmanuel Macron. La première fois, c'était lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon. C'était au début de leur mandat, au mois d'avril-mai. Jean-Luc Mélenchon qui animait une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, à l'époque, en était déjà pris à Emmanuel Macron en affirmant qu'il avait un peu encouragé la répression des manifestations populaires au Sénégal, notamment durant l'année 2023. Et il y a quelques mois également, Ousmane Sonko avait désavoué Emmanuel Macron lorsqu'il avait reconnu 6 tirailleurs sénégalais comme morts pour la France en disant que ce n'est plus à la France de compter seule cette histoire. C'est un changement de cap assuré dans les relations franco-sénégalaises. Le Sénégal qui continue de considérer la France comme un partenaire, mais un partenaire comme les autres, plus comme un partenaire privilégié. Et dans le discours, le ton a changé entre... Et donc, vous voyez ici ce que je vous disais précédemment, c'est que tous les leaders comme Ousmane Sonko, avant, étaient tués, avant qu'il n'ait la possibilité d'arriver à ce niveau d'influence, à ce niveau de pouvoir. Et donc, si ça n'illustre pas la perte d'influence et le recul de la France en Afrique, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire d'autre. Et vous voyez bien que d'un point de vue légal, Macky Sall a parfaitement joué comme Macron. Il a utilisé tous les leviers de la justice pour essayer d'écarter Ousmane Sonko. On a fait en sorte de l'accuser d'infraction pour qu'il puisse peser sur lui des sanctions d'inéligibilité pour qu'il ne puisse plus
avoir la possibilité d'accéder au pouvoir et donc d'écarter la voie que le Sénégal est en train de prendre aujourd'hui. Et ici, on ne va pas se leurrer, puisque nous savons aussi que la France, ce n'est pas que cela. La France est en train d'étudier une nouvelle manière de rester en Afrique, de rester dans ces pays, sans que cela puisse poser problème à la population, car ils ont bien compris qu'ils ont plus de faveur des dirigeants africains que des populations africaines. Comme il est dit ici. Merci. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Donc nous... Voilà. Comme vous venez de comprendre, la France est en train de se réorganiser. Et ici, il vous dit bien que c'est une décision. Et il fait penser que c'est une décision qui découle de maintenant. Mais souvenez-vous, dans une précédente vidéo, ici, vous avez toute la vérité sur ce qui est en train de devenir maintenant, qui était déjà dévoilé. C'est un plan qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un plan qui date d'il y a au moins 1 an ou 2 ans, où eux-mêmes, ils avaient fait le constat de leur perte d'influence et surtout de leur rejet des populations africaines. Mais comme a dit Macron, certaines autorités ne veulent pas ou ne voulaient pas que la France parte. Mais maintenant, la France va au-delà de ses partenaires, voit au-delà de ses partenaires directs, des dirigeants directs, parce qu'ils savent que maintenant, ils n'ont plus les moyens de les protéger ad vitam aeternam comme ils le faisaient avant. Ils ont été surpris par le putsch au Mali, par le putsch au Burkina, par le putsch au Niger, et donc ils ne veulent plus que cela arrive. Et donc pour cela, ils préfèrent déjà tempérer les esprits en Afrique en se retirant militairement de manière visible pour que dans quelque temps, dans l'imaginaire collectif africain, on se dise que sont plus là. Écoutons ce qui est dit dans cette vidéo et observez ce qui a été dit dans cette vidéo qui a été publiée il y a 6 mois par rapport aux événements d'aujourd'hui. Écoutez bien. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée. Vous voyez, ici, leur crainte n'est pas les opinions des Africains, c'est que on propose aux Africains un modèle de société alternative à la leur. Et souvenez-vous de quel modèle de société ils ont voulu imposer en Afrique. Souvenez-vous de Kamala Harris, avant qu'elle ne devienne candidate à la présidence. Son voyage en Afrique consistait en quoi? Souvenez-vous de l'ambassadeur de LGBT à qui on avait interdit de mettre les pieds au Cameroun. Souvenez-vous des sanctions qui ont été prises, je crois, contre le juge de la Cour suprême d'Ouganda pour avoir rejeté la communauté LGBT et avoir pris une loi qui était contre cela, contre le fait de promouvoir l'homosexualité ou les LGBT. Souvenez-vous de tout cela. Et je crois même au Ghana aussi, on avait rejeté cela. Poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous attendez? Partout où les Russes ils étaient et partout où ils pensaient que les Russes allaient aller. Et souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron qui dit que soi-disant dans ces endroits-là,
ils sont partis de leur propre gré. Alors qu'ils savent qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, ils vont se confronter aux Russes. Et ils sont forcément perdants s'ils sont perçus comme une armée d'occupation. C'est qu'ils étaient légitimement, même jusqu'à maintenant. Ça ne les dérangeait pas de paraître comme une armée d'occupation dans les pays des gens. Mais maintenant, ils savent que ça ne passe pas auprès de la société et que les Russes proposent une présence alternative qui ne consiste pas à se pavaner dans les rues comme s'ils étaient chez eux. Eux aussi, maintenant, veulent changer de stratégie. Et à la lumière de ce changement de stratégie, au lieu que ça soit fait avec diplomatie, c'est fait avec condescendance et mépris de la part d'Emmanuel Macron. Comme il a parlé des autorités africaines en leur traitant d'ingrats et en leur disant qu'ils ne doivent leur souveraineté qu'à la présence de la France. Or, nous savons bien que les gens qui dirigeaient ces pays-là à l'époque étaient, si ce n'est pas illégitime, étaient soutenus par la France contre la volonté de la population. Parce que tous ces gens-là, quand ils sont tombés, la population était contente de les voir tomber. Donc ce n'est pas mon opinion à moi, c'est les faits qui montrent que ces gens-là n'étaient pas au pouvoir parce qu'ils étaient légitimes, mais ils étaient au pouvoir parce que quelqu'un leur permettait de se maintenir. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose... Écoutez bien, pour mettre ça en œuvre, c'est là le plus important. Écoutez bien pour mettre ça en œuvre. Écoutez bien. 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. Donc, ça va passer par la société civile. Ça ne va plus passer par les militaires. Ça va passer par des entreprises et des personnes. L'influence de la France passera par des entreprises et des personnes. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Ici, je note juste ce qui se passe maintenant au Cameroun. L'externalisation du traitement de dossiers de demande de visa. Désormais, au Cameroun, vous n'allez plus à l'ambassade de France pour faire vos démarches de visa. Vous vous adressez à un sous-traitant, je ne sais pas s'il est français, camerounais, libanais, qui traite les dossiers et les transmet après à l'ambassade de France. Et donc, il y a la création d'un acteur intermédiaire. On ne sait pas s'il est local ou pas. Et probablement que c'est par ça qu'ils vont passer. Pour ne pas que les gens voient que c'est les Français qui agissent ou quoi que ce soit, ça sera des acteurs privés qui vont agir, bien évidemment, sous direction de eux-mêmes. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Voilà. Et ça, c'est l'un des défauts majeurs de l'effondrement de la France, c'est que la France, quasiment tout son système économique a été construit sur ce modèle. Parce que c'était
les bourgeois qui voulaient capter l'argent des Français et l'argent des impôts des Français, ils n'ont jamais pris la peine de proposer quelque chose qui serait adapté aux gens. Non, ils n'ont jamais été dans une logique de répondre à la demande, aux besoins de gens. Ils ont toujours été dans une logique d'offre, parce que ça s'accompagne toujours avec l'argent de l'État qui est mis pour accompagner ces entreprises-là. Et c'est pour cela, ces entreprises-là, quand ils venaient en Afrique, ils ne se préoccupaient pas de répondre à la demande des besoins des Africains. Et c'est pour cela que vous n'avez jamais vu la France, comme je le disais, proposer un réacteur nucléaire au Mali, au Burkina ou au Niger, ce qui aurait permis à ces pays-là de décoller. Non, ils étaient dans une logique d'offre. Nous, on prend et on vous donne ce que l'on veut. Et bien évidemment, ces entreprises-là qui venaient prendre, ils venaient prendre en étant soutenus par l'État français. Mais bon, au bout d'un moment, tous ces pays-là se sont développés, la population a augmenté et la France continuant, comme dans la société française actuelle, à capter une majeure partie de l'argent public et de l'argent des gens pour le bien de sa bourgeoisie, forcément, au tôt ou tard, ça se voit, comme aujourd'hui en France. Ça commence à se voir que c'est l'État qui ponctionne la majeure partie de la richesse qui est produite sur le territoire. Si vous prenez la TVA, tous les taxes environnement, les taxes patronales et tout ce que vous payez, l'argent qui est généré en France, à plus de 50% est capté par l'État. Donc si l'État français gérait bien la France est un pays qui ne reculerait jamais ou qui n'aurait pas dû reculer. C'est parce que cette bourgeoisie s'est gavée à mort que maintenant il n'y a plus assez pour tout le monde. Il n'y a pas un pays au monde où l'État ponctionne autant l'argent des gens et il n'y a pas un pays au monde qui a ponctionné autant d'autres pays dans le monde que la France. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et souvenez-vous bien, ça veut dire qu'ils vont remettre en place la France-Afrique. Ils vont remettre une structure comme ça. Parce que comme il vous dit, leur efficacité passe par leur capacité à coordonner leur influence sur toute l'Afrique. Et donc, il leur faut mettre une structure qui saura c'est qui les entreprises, c'est qui les personnes, c'est qui tous les gens qui peuvent agir ou agissent pour la France en Afrique. Donc, on va remettre en place une autre France-Afrique. Ça ne s'appellera pas la France-Afrique, mais ça s'appellera autrement. C'est tout. Ça, c'est la spécialité française. On change de nom, mais on continue pareil. C'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan. Ouais, toujours la politique de l'offre. On a des compétences, mais pour montrer qu'on est compétent, on ne va pas répondre à la demande. On va faire en sorte que eux nous demandent à nous, pas demandent, mais nous demandent à nous de démontrer notre expérience. Ça, c'est pas une politique de l'offre. Et l'Homo-Nord soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan,
Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà. Par le pouvoir politique, pas par ceux qui demandent. En tout cas. Ça, c'est un exemple particulier, je pense. Moi, je m'arrête là. Mais à la lumière de la stratégie que ce monsieur était en train de décrire, qui correspondait à la mission qu'avait remplie ce monsieur, qui a été cité par Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, qui a déterminé que la France devait changer son logiciel en Afrique. Et donc, suite à cela, on avait demandé aux militaires de penser comment changer cette stratégie en Afrique qui, aujourd'hui, on voit se mettre en place et qui a provoqué ceci. Et là, vous voyez que ici, c'était de la com. C'est la France qui a décidé non pas de partir de la Côte d'Ivoire comme ils veulent le faire croire, mais d'invisibiliser sa présence en Côte d'Ivoire. Les troupes françaises stationnées à Abidjan vivent leurs derniers jours dans la ville ivoirienne. En janvier, le camp militaire de Port-Bouët va passer sous contrôle ivoirien, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Près de 1000 soldats. Voilà. Et souvenez-vous des paroles d'Emmanuel Macron, quand il dit « Toutes les autorités africaines devraient se souvenir qu'ils ne seraient pas souverains ou ils ne seraient pas à la tête des États souverains sans l'intervention de la France. » Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite ici, de Bourgi, qui disait que ce monsieur était venu là par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy qui a concrétisé la chute de Laurent Gbagbo. Et donc probablement, qui était derrière la mise à l'écart, l'enfermement, l'emprisonnement de Laurent Gbagbo et de tous les gens qui étaient avec lui pour laisser la place à Alassane Ouattara pour mettre en place ce qui est mis en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous écoutez Macron, il ne faut pas vous laisser avoir. Il faut garder en tête que Macron fait partie d'une caste de personnes qui voient les Africains comme leurs serviteurs et qui n'accepteront pas et qui ont du mal à accepter l'évolution du monde. Car les autres pays européens l'ont déjà dit, la Russie, l'Italie l'ont déjà dit. Sans l'Afrique, la France ne serait pas le pays qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron oublie ou est incapable de comprendre à cause du logiciel de la caste à laquelle il appartient. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard.